la vérité dérangeante sur ma belle-mère et notre intimité. C'est comme ça que j'ai commencé à penser à notre maison, à notre lit, à ces petites choses qui font un couple. À 2 heures du matin, je me suis réveillée et j'ai compris que ce lit n'était plus le nôtre. Il faisait noir, la lampe du couloir passait par les rideaux. J'ai senti plutôt qu'entendu un souffle, puis une main sur le drap. Mamadou dormait, ou faisait semblant, avec le visage tourné vers la fenêtre. À côté de lui, sous la couverture, il y avait quelqu'un d'autre. Une chevelure grise, un pagne replié en couverture, et cette odeur douce de savon que je reconnaissais, moi, ma belle-mère. Je ne suis pas sortie en criant. Je l'ai regardée. Elle chantonnait, doucement. Une berceuse qu'elle avait l'habitude de fredonner quand Mamadou était petit. Une chanson qui, chez nous, veut dire calme, protection, veiller. Ce soir, cette berceuse a sonné comme une revendication. Je n'avais pas imaginé qu'un jour je devrais expliquer à haute voix que la berceuse d'une mère peut devenir l'alibi d'une intrusion. Je lui ai touché l'épaule. Elle a sursauté, s'est redressée, m'a souri, comme si tout était normal. « Tu m'as fait peur, moi. Pourquoi tu dors ici ?» ai-je demandé, sec. Elle a eu ce petit rire usé, celui qui arrondit les reproches. « Ton mari ne dort pas, ma fille. Il travaille, il s'inquiète. Qui va le consoler ?» Je suis restée debout, avec l'oreiller brodé contre ma poitrine parce que je l'avais serré en dormant. L'oreiller était une de ces choses que j'avais achetées pour notre chambre, avec un motif bleu que Mamadou aimait. Voir ce coussin entre elle et moi m'a donné une colère rapide comme une piqûre. « Maman, ce n'est pas ta chambre, c'est mon lit, c'est notre intimité. » Elle a posé la main sur la joue de Mamadou, comme si elle le protégeait. « Tu ne comprends pas, ma fille. J'ai tout fait pour lui. Je t'ai donné la vie, je l'ai porté, je l'ai nourri. Ce n'est pas maintenant que je vais le laisser. » Je suis partie m'asseoir à la table de la cuisine, habillée encore de la robe que je portais. Le plancher froid m'a rappelé que ma colère était réelle, pas seulement une image. La berceuse, là-bas, revenait, douce et insistante, comme une justification. Le lendemain matin, la scène du petit déjeuner a été un théâtre d'ombre. Mamoie s'est installée à la table comme si elle vivait là depuis toujours. Elle avait un oreiller enroulé derrière elle, prodige de confort maternel. « Le manioc est trop salé », ai-je dit d'un ton neutre, pour commencer la journée sans exploser. Elle a pris une bouchée, a gonflé les joues et a répondu en souriant. « Tu veux que je te montre comment on sale comme il faut au village ?» Mamadou m'a regardé avec ses yeux qui balancent, prêt à peser 2 appartenances. Entre sa mère et sa femme, il balançait comme un ouvrier avec une cargaison trop lourde. Les reproches ont glissé, sournois, dans la conversation. Elle lançait des piques affectueuses. « Tu ne fais pas assez pour mon fils. » Moi, je répondais par l'ironie. « Et toi, tu n'en fais pas trop. » Un voisin a téléphoné et a félicité Mamoie pour une idée de repas pour la fête du quartier. Elle a ri, fière, comme s'il valait mieux être conseillère culinaire que belle-mère envahissante. Je ne voulais pas en arriver là. Je ne voulais pas déchirer le tissu familial avec un argument public. Mais chaque intrusion minait quelque chose de plus profond. Désir freiné, conversation sacrifiée, projet d'enfant remis à plus tard, parce que l'intimité était devenue un espace partagé. Comment faire pousser une relation quand la maison ressemble à une auberge de souvenirs? J'ai commencé à collectionner des moments, pas pour humilier, mais pour garder un dossier de vérité. Des messages où Mamoie demandait à Mamadou de venir l'aider, parce qu'elle avait fait un rêve terrible. Des fois, elle disait qu'elle ne pouvait pas rester seule. D'autres fois, elle arrivait le soir, simplement parce qu'elle n'avait pas confiance en la serrure de sa propre porte. Ce sont des choses petites, éparses, mais cumulatives. Elles formaient une marée. Je sais que garder des preuves, c'est marcher sur une ligne fragile. Est-ce que j'avais le droit d'enregistrer une conversation pour me protéger ? Est-ce que ça ne trahissait pas plus que cela ne défendait ? Je faisais tout en me demandant si je devenais la fille que je me serais imaginée détester, celle qui utilise des armes pour gagner une bataille intime.
Un soir, les choses ont basculé. Mamadou avait eu une journée difficile sur le chantier. Il est rentré moins souriant que d'habitude. Mamoie est montée à la chambre comme d'habitude. J'ai entendu la berceuse. J'ai entendu les pas. J'ai attendu, et puis j'ai dit « Ce soir, c'est moi qui dors ici. » Ta phrase était petite mais ferme. C'est ce qui a effrayé ceux qui s'attendaient à te voir céder. Mamadou m'a regardé, surpris. Il a commencé à expliquer, bafouiller. Mamoie a relevé la tête, comme si on venait d'interrompre un rituel. « Ce n'est pas à moi de décider, » a dit Mamadou, pris entre deux fidélités. « Si tu ne décides pas, je décide à ta place, » ai-je dit. « Ce soir, tu investis dans notre couple. Ce soir, tu mets les limites. Ce soir, sinon je pars. » C'était un ultimatum, nu, expurgé de fioritures. Je n'ai pas menacé. J'ai posé un choix. Parce que j'avais compris que les menaces pleines d'émotions se brisent comme du verre. Un choix posé, avec calme, à plus de poids. Elle a pleuré. Pas un grand sanglot, mais des larmes fines, presque honnêtes. « Que veux-tu que je fasse ?» a-t-elle demandé à son fils. « Maman, va chez tante Aïcha pour quelques jours, » a dit Mamadou, comme si la décision venait de lui. Mais sa voix tremblait. La rage et la compassion se sont mêlées chez moi. Pendant des années, j'ai entendu parler des sacrifices, vendre des bijoux, manquer de repas pour payer les collages, veiller dans les nuits d'orage. Ces histoires, je les connaissais, et je ne pouvais pas les balayer d'un revers de main. Elles expliquaient sans excuser. Elles ouvraient une faille humaine. La belle-mère n'était pas une caricature. Elle était une femme qui avait offert des bouts de sa vie. La vérité dérangeante, c'était qu'on ne pouvait pas nier ses dons et en même temps prétendre qu'ils donnaient le droit de confisquer une chambre. Les jours suivants, la maison apportait des tensions comme des habits trop serrés. Mamoie était plus prudente, mais elle avait des manières subtiles de rappeler sa présence. Un coussin de plus sur le fauteuil, une couverture posée là où je m'assois, un mot doux glissé dans la poche de Mamadou. Elle faisait la cuisine en double portion, pour tout le monde, sans vraiment demander. À la mosquée, elle murmurait des versets pour son fils, au marché elle parlait du bon vieux temps. Et chaque geste retournait la conversation vers l'idée que le fils lui appartenait. J'ai commencé à utiliser mes preuves comme un levier, pas pour la détruire, mais pour amener la vérité sur la table. J'ai montré à Mamadou des messages, notifications où sa mère disait qu'elle était triste, photos d'elle couchée dans notre lit, tout cela sans dramatiser. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu vois, ce n'est plus un hasard, c'est un choix. Il a pris son téléphone, a regardé les messages, et ne les a pas niés. Il a haï se sentir coupé en deux, et la haine se voyait sur son visage. J'ai senti son embarras, sa honte, le poids de savoir que sa mère avait utilisé des récits de sacrifice pour manipuler ses décisions. C'est la brutalité des loyautés familiales. Elle s'abrite derrière le souvenir et menace de vous faire paraître ingrat si vous posez des limites. Elle a commencé, elle aussi, à agir plus durement. Parfois, elle nous accusait d'être ingrats. « Après tout ce que j'ai fait, vous me chassez ?» disait-elle, la voix comme une corde qui vrille. Et parfois, elle laissait échapper une phrase qui me transperçait. « Ma fille, c'est pour son bien. Il est jeune, il a besoin de moi. » La manipulation n'était pas toujours consciente. Il y avait des jours où Mamoie attachait ses gestes à une volonté de protection. Il y avait d'autres jours où elle s'auto-référait à sa douleur comme une arme. Les frontières entre amour et ingérence étaient floues. Un soir, épuisée, j'ai posé la valise vide dans la chambre. Je ne voulais pas partir comme une fuite, mais je devais montrer que mes mots avaient un prix. « Si tu veux rester, il faut que tu comprennes ce que c'est d'être marié, » ai-je dit. « Si tu montres que tu as besoin d'aide, on t'aidera. Mais si tu dis que ta place est ici, ce lit ne sera jamais nôtre. » Mamadou est resté silencieux. Je voyais la compréhension qui arrivait tardivement, douloureuse. Il a finalement parlé à sa mère comme il ne l'avait jamais fait, sans reproche, mais sans retournement. « Maman, veux-tu rester quelques jours chez tante Aïcha ?»
Je veux que nous ayons un peu d'espace, juste le temps de respirer. » Elle est restée droite. Puis, lentement, elle a commencé à rassembler un sac. Rien de grand. Un pagne plié, son carnet, quelques pièces. Elle a pris l'oreiller brodé, notre oreiller, que je reconnaissais maintenant comme un symbole, et l'a mis dans un sac en plastique. Avant de partir, elle m'a regardé. Il y avait dans ses yeux quelque chose que je n'avais pas voulu voir souvent. La peur d'être seule, la fatigue d'un corps qui a tout donné. « Je n'ai jamais voulu te faire du mal », a-t-elle dit. Sa voix tremblait. Je croyais protégée. Je n'ai pas emporté la haine avec moi. J'ai répondu honnêtement. Je sais que tu croyais. Mais protéger n'est pas envahir. La porte s'est fermée sur le claquement doux d'une valise. Un taxi l'attendait, le sac sur les genoux. Elle a posé une main sur la portière, comme pour s'assurer que son fils la verrait partir et qu'il saurait qu'elle n'était pas partie vaincue, juste blessée. Le taxi est parti. Les bruits de la rue ont repris leur place. À l'intérieur, il y a eu un silence long, trop long, comme si la maison devait réapprendre à respirer sans ce poids constant. La première nuit seule dans notre lit a été étrange. Nous avons parlé longtemps de choses pratiques, comment on allait poser nos limites, comment on allait répondre aux appels à l'avenir, quel serait le rôle exact de Mamadou quand sa mère appellerait. Nous avons ri parfois d'un rire perdu, parce que la légèreté revenait en petits morceaux. Nous avons dormi, vraiment dormi, pour la première fois depuis longtemps. La berceuse n'était plus un instrument de revendication, mais un écho lointain. Pourtant, ce soulagement a été mêlé de culpabilité. J'ai regardé l'oreiller brodé vide, et je me suis surprise à imaginer son visage dans le taxi. Je pensais à toutes ces nuits qu'elle avait passées à prier pour son fils, à toutes ces fois où elle n'avait rien reçu en retour. La vérité dérangeante, c'était aussi que j'avais enlevé une source de sécurité à une femme qui avait, souvent, sacrifié trop. Le lendemain, Mamadou a appelé sa mère. Ce n'était ni un ordre ni une demande. C'était un pont. Il a dit « Maman, repose-toi. Viens dans quelques jours. Nous te préparons un espace, mais pas dans notre lit. » Elle a répondu avec une résignation qu'on entend dans les voix des anciennes générations. « Ce sera dur. Je reviendrai peut-être. » Avant qu'elle ne parte, elle m'a pris par la main. « Fatou, » a-t-elle murmuré. « Prends soin de lui. Il est tout ce que j'ai. » J'ai serré sa main. « Je le ferai, mais pas à ta place. » Depuis, les choses ont changé. Il y a des journées où tout semble revenu à l'équilibre. Il y a des journées où une photo, un message, un petit rituel nous ramènent en arrière. Elle m'a envoyé des cartes postales, des bouquets, parfois des plats faits maison déposés à la porte. Elle appelle pour savoir si l'on a bien mangé. Elle offre, avec une gêne mal masquée, de l'aide pour la maison, mais sans plus s'inviter. C'est un début. C'est fragile. Il reste cette menace silencieuse, évoquée par Mamoua la dernière fois qu'elle est montée dans la chambre pour parler. Tu verras. Un jour, il m'appellera, et il viendra. Je sais que ce n'est pas une déclaration de guerre, mais une mise en garde. Les liens du sang sont tenaces. Le danger, pour nous, est de croire que la victoire consiste à expulser la mère une bonne fois pour toutes. La vérité, c'est que les relations familiales se reconstruisent au quotidien, à la fois par la parole et par les limites. J'ai gagné une nuit d'intimité retrouvée. J'ai perdu la tranquillité d'une relation simple avec la belle-mère. Je n'ai pas l'illusion que le problème est résolu pour toujours. Mamadou m'a promis qu'il referait la serrure de la porte, qu'il mettrait des règles, qu'il expliquerait à sa mère avec douceur. Mais j'ai aussi compris que l'équilibre dépendait de notre capacité à maintenir le dialogue, à ne pas instrumentaliser la colère, à offrir de l'aide sans céder à l'intrusion. Et il y a une autre vérité dérangeante. Parfois, pour protéger ce qui est fragile, il faut être prêt à prendre des décisions difficiles. Ce n'est pas être cruel. C'est poser un cadre. C'est dire non, quand le non protège l'amour. Je ne veux pas que les gens pensent que la solution est d'exiler les parents. Je ne veux pas non plus que l'on banalise ce que j'ai vécu.
Il n'y a pas de modèle universel. Chaque maison a ses codes, chaque culture ses attentes. Mais il y a des limites humaines. Et quand elles sont franchies au point d'affecter la vie d'un couple, elles doivent être discutées, négociées, parfois imposées. À vous qui regardez, dites-moi. Avez-vous déjà vécu une situation pareille? Une belle-mère qui s'invite, un parent qui ne sait pas respecter les frontières, un conflit où le passé est utilisé comme argument pour l'aujourd'hui? Dites-le en commentaire, et dites aussi de quel pays vous m'écrivez. Vos histoires comptent. Elles peuvent aider d'autres à trouver des chemins. La vérité dérangeante sur ma belle-mère et notre intimité, ce n'est pas seulement qu'elle dormait dans notre lit. C'est que l'amour, la dette morale et la possession peuvent se confondre jusqu'à ce qu'on ne sache plus qui protège qui. C'est que les berceuses peuvent couvrir des revendications. C'est que protéger un fils ne doit pas signifier voler un mariage. Si vous avez aimé ce témoignage, si vous voulez que je raconte la suite, comment nous avons posé des règles claires, comment nous avons géré les visites à la maison, comment la relation a évolué, likez et abonnez-vous. Et surtout, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place ?